Aujourd'hui, on va parler de compatibilité émotionnelle entre vous et votre homme. C'est un sujet qui est crucial pour deux raisons. La première, c'est que malheureusement, beaucoup trop de femmes perdent un homme avec qui il y avait un bon potentiel parce que elles n'arrivent pas à communiquer avec lui, parce qu'elles ne le comprennent pas, parce qu'elles ne comprennent pas son style méta-émotionnel. On y reviendra dessus, c'est un concept extrêmement important. À l'inverse, certaines femmes perdent beaucoup trop de temps avec des hommes avec qui il y avait zéro potentiel. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer cette incompatibilité qui peut y avoir, cette inadéquation entre différents styles méta-émotionnels, mais on verra également des cas de figure où vous devez absolument mettre fin à la relation parce que de toute évidence, vous perdez du temps avec cet homme. Voilà, on est parti. Il y a un scénario auquel je suis sûr que vous avez été confronté, c'est celui dans lequel vous avez passé une journée de merde. Vous êtes au bout du rouleau, vous rentrez le soir chez vous, vous retrouvez votre copain, et vous lui parlez de tout ça, vous lui parlez de votre journée de merde, vous avez les larmes aux yeux, vous avez la voix qui est chevrotante, qui tremblote, et vous le voyez là, et vous vous dites, mais il n'a pas la réaction que j'aimerais, quoi. Il a l'air froid, on dirait qu'il s'en fout un peu, puis dès qu'il ouvre la bouche, c'est pas ce que vous souhaitez entendre. Lui, il a envie de régler le problème, et vous avez besoin d'être rassuré. Il y a un quiproquo. Vous aimeriez juste qu'il vous prenne dans ses bras et qu'il vous dise « T'inquiète chérie, tout va bien se passer ». Pour lui, il faut résoudre le problème. Il y a une solution, il faut la trouver. Et c'est sa manière à lui d'exprimer son affection. C'est ce qu'il fait avec ses amis, c'est ce qu'il fait avec sa famille, c'est ce qu'il fait avec les gens qu'il aime, c'est ce qu'il veut faire avec vous. Mais vous, ça ne vous correspond pas. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réaction à ça. C'est pas soit vous qui avez tort, soit lui qui a tort. C'est juste qu'il y a un quiproquo émotionnel. Il y a un conflit de style méta-émotionnel. Et je vais vous expliquer justement ce qu'il en est. C'est quoi un style méta-émotionnel ? Déjà, il faut que vous compreniez ce qu'est une méta-émotion. Une méta-émotion, c'est l'interprétation que vous avez vis-à-vis d'une émotion. C'est la manière dont votre corps réagit face à une émotion. C'est les émotions que vous avez sur une émotion. Peut-être que pour vous, à ce moment-là, votre méta-émotion, c'est-à-dire ce que vous pensez de votre émotion, votre tristesse à ce moment-là, quand vous racontez à cet homme votre journée de merde, votre méta-émotion, c'est c'est ce qu'il faut, ma tristesse est légitime, voilà, c'est votre opinion sur l'émotion que vous avez en ce moment même. Peut-être que lui, son opinion sur la tristesse, c'est que c'est un fardeau qui empêche de résoudre le problème. Peut-être que pour lui, là, à ce moment-là, s'attarder sur la tristesse, ça nous ralentirait dans la résolution du problème et qu'il faut vraiment y aller de manière frontale parce que c'est ça qu'il faut résoudre, c'est votre problème, pour améliorer votre situation. Il y a un conflit en ce qui concerne l'interprétation qu'on a de cette émotion-là qui est la tristesse en ce moment même. Tous les humains vivent les 6 émotions de base, les 6 émotions primaires. C'est comme ça que Paul Ekman appelait la joie, la tristesse, le dégoût, la colère, la surprise et la peur, des émotions primaires, dans le sens où elles sont universelles et innées. Universelles, vous les retrouvez partout dans le monde, que ce soit en Occident, en Orient, en Asie, ou même dans des tribus paumées qui n'ont jamais vu ce qui se passait en dehors de leur tribu, qui n'ont jamais eu accès à la culture occidentale, comme par exemple en Nouvelle-Guinée. On retrouve ces 6 émotions, c'est-à-dire l'expression faciale des émotions et le ressenti émotionnel vis-à-vis de certains scénariotypes. On a tous les mêmes émotions, hommes comme femmes aussi d'ailleurs, mais on n'a pas les mêmes opinions dessus, on n'a pas les mêmes émotions sur nos émotions ou sur celles des autres. Et il y a des gens pour qui une émotion, ça doit s'exprimer, ça doit circuler, ça doit jaillir aux yeux de tous. Il y en a d'autres pour qui, au contraire, une émotion, ça se régule, ça se cache, ça ne se montre pas. Par respect pour les autres, pour soi-même, pour se protéger, peu importe. Parce que nous avons des opinions différentes sur nos émotions et sur celles des autres. Ça peut être des considérations culturelles. Par exemple, en Occident, on aime exprimer les émotions. C'est très occidental d'exprimer l'émotion. Mais dans les pays asiatiques, en Russie aussi, par exemple, ce n'est pas bien vu. C'est moins bien vu, du moins, d'exprimer les émotions. En Asie, par exemple,
On dit aux enfants qu'il ne faut pas sourire parce que c'est niais. En Russie, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en Russie, c'est vécu comme quelque chose de niais. Il y a des enfants pour qui, lorsqu'ils ressentaient une peur, lorsqu'ils avaient un stress et qu'ils se tournaient auprès d'un de leurs parents, de la figure d'attachement, la seule chose qu'ils recevaient, c'était du détachement. C'était de l'ignorance. Ou alors parfois même de la colère. Je suis un enfant, je vais pas bien, je me tourne vers mes parents, j'exprime une émotion, bam, colère, ignorance, mépris. Dans ces cas-là, j'apprends que pour réguler mes propres émotions, il vaut mieux ne pas me tourner vers l'extérieur, mais plutôt me tourner vers moi-même. Et donc dans ces cas-là, j'apprends que exprimer mes émotions n'est pas bien reçu. Et ça, c'est puissant, parce que dès l'enfance, tout ce que vous allez apprendre, tout ce qui va vous conditionner dans l'enfance va avoir un effet et un impact durable dans le temps. Parce que votre cerveau, il est encore plastique et malléable. Donc un enfant pour qui exprimer la peur, c'est constamment reçu avec détachement et ou avec colère de la part des parents, il va apprendre plus tard à ne pas exprimer ses émotions. Tout ça fait que, pour des raisons culturelles, pour des raisons développementales, c'est-à-dire de l'enfance, quand on grandit, ou même encore pour des raisons purement génétiques, nous n'avons pas les mêmes opinions sur les émotions. À commencer déjà par cette question fondamentale, presque philosophique si vous le voulez, de savoir est-ce qu'il faut exprimer une émotion ou est-ce qu'il faut la réguler ? Est-ce qu'il faut exprimer les émotions négatives ou alors est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faut les cacher et les réguler ? Et il n'y a pas de bonne réponse derrière ça. En revanche, il y a des conflits entre des hommes et des femmes lorsqu'ils n'ont pas les mêmes opinions sur leurs émotions et les émotions des autres. Je vais vous donner un autre scénario qui est intéressant à comprendre et que vous avez déjà vécu, probablement. C'est ce scénario où vous avez envie de discuter avec un homme, vous lui courez après, dans votre tête, vous dites « je lui cours après, il ne veut pas me répondre, j'essaye d'avoir une communication, une discussion avec lui, mais lui, il s'en fout, il fuit la discussion, c'est un lâche. » Et dans votre perspective à vous, la discussion et les émotions qui peuvent être associées à cette discussion, et notamment la colère, peut-être que vous les considérez comme saines. Vous considérez cela sain. La colère, vous avez une opinion sur la colère qui est de dire la colère c'est sain. C'est normal s'il y a un peu de colère, c'est comme ça qu'on résout les conflits. Mais peut-être que la personne ou l'homme que vous avez en face de vous, pour lui, c'est l'inverse. Peut-être que la colère, en l'occurrence, ne va faire qu'envenimer la situation. Peut-être que pour lui, la colère, c'est destructeur. Et donc pour lui, il vous voit arriver. Vous vous dites, moi je veux régler un problème. Je veux qu'on améliore notre relation. J'ai besoin qu'on discute. J'ai besoin de ça. Ça, c'est votre perspective. Lui, peut-être que sa perspective, c'est de se dire, qu'est-ce qu'elle me veut, pourquoi elle m'agresse ? Et donc je vais me retirer parce que je ne veux pas envenimer la situation. Parce que je sais très bien que ça ne va rien régler, donc je me retire. Ça, c'est sa perspective à lui. Aucun des deux n'a raison, aucun des deux n'a tort. Enfin, je ne suis pas là pour dire qui a tort ou raison. Je suis juste là pour dire qu'il y a une divergence d'opinion sur la colère. Il y en a un qui la trouve destructrice et l'autre qui la trouve saine. Ça peut être l'inverse. Là, j'ai pris l'exemple de l'homme qui a plutôt tendance à fuir, donc une femme attaquante et un homme fuyant. Mais ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Un cas un peu typique aussi qu'on peut retrouver, c'est une femme qui a beaucoup de mal à ressentir la colère sur elle. Il y a des femmes comme ça pour qui la colère, lorsqu'elle est tournée sur elle, est vécue comme une menace. C'est effrayant. Et des hommes pour qui la colère est le seul moyen d'exprimer leurs idées. Donc dans ces cas, on se retrouve un petit peu avec un scénario inverse où pour l'homme, la colère est vécue comme nécessaire pour communiquer, il faut l'exprimer. Et des femmes en face pour qui la colère, c'est mauvais, c'est violent. Peut-être parce que durant son enfance, elle a appris à associer la colère de papa avec de la violence physique, verbale, psychologique. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de traumatisme qui est resté profondément ancré en elle, qui fait que lorsqu'elle se retrouve confrontée à une colère, surtout si elle est masculine, il y a un sentiment de peur qui éclate, grosse, peut-être même crise de panique, ça peut arriver, une femme qui se met dans un état de panique suite à la colère d'un homme. Et dans ces cas-là, ça crée un quiproquo émotionnel, ça crée un mismatch, ça crée un conflit, parce que les deux n'arrivent pas à régler leur problème. Il y en a un qui a besoin de la colère pour régler son problème, pour s'exprimer, l'autre
pour qui la colère, c'est terminares. Je ne peux plus, je peux plus communiquer dès qu'il y a la colère. Comment on appelle ça, étouffé, quoi, en fait. Je peux plus parler, je peux plus communiquer, ça se termine là, quoi. Et donc, je peux pas rester avec ce mec-là parce que on n'est pas raccord là-dessus. Vous voyez, là, il y a une incompatibilité émotionnelle. Alors, comment on fait lorsqu'on n'a pas les mêmes opinions sur les émotions? Comment on fait lorsqu'on n'a pas les mêmes émotions sur les émotions? Par exemple, comment je fais si mon homme, il comprend pas que des fois, je peux être anxieuse et qu'il le voit comme un fardeau? Moi, j'ai des cas de figure comme ça de mecs qui m'ont raconté que pour eux, l'anxiété beaucoup trop importante de leur compagne, par exemple, de leur ex, c'était vécu comme un fardeau. Et qu'il n'en pouvait plus. Au bout d'un moment, la perspective masculine va être de dire, moi, je vois bien qu'elle a besoin de moi pour se calmer, pour réduire son anxiété, mais il y a un moment, elle se rend pas compte qu'en fait, moi, je prends, et à un moment, j'en peux plus, quoi. Ça me fatigue. Je suis obligé d'absorber toute son anxiété. Elle exprime, moi, j'absorbe. Et ça peut créer du conflit. Et pour lui, l'anxiété, c'est un fardeau. Votre anxiété est un fardeau. Son anxiété est un fardeau. Alors que peut-être que pour vous, l'anxiété, ça s'exprime. La peur, ça s'exprime. Ça ne se régule pas. On ne cherche pas à la réguler, on cherche à l'exprimer. Ou du moins, on la régule via l'expression. Vous voyez, ça, c'est un conflit fondamental qui peut créer de grosses incompatibilités entre un homme et une femme. Donc, comment on fait lorsqu'on a cette inadéquation? Je pense que c'est un meilleur terme. Pas une incompatibilité, c'est une inadéquation émotionnelle. Déjà, il faut sortir de cet ego trip de penser qu'on a raison. Il y a un peu ce mythe en ce moment qui est de croire que là, on est entre nous, c'est-à-dire entre femmes. On a un petit peu cette croyance comme quoi il faut absolument communiquer ses émotions. Il faut absolument exprimer ses émotions. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mesdames. Je ne pense pas qu'il y ait un style méta-émotionnel supérieur aux autres. Je ne pense pas qu'il faille forcément exprimer ses émotions. Je pense que c'est un biais occidental. Alors, je suis comme vous, je suis un occidental et j'adore l'Occident et je me sens très occidental. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne pense pas que exprimer des émotions soit toujours, dans tous les cas de figure, meilleur, supérieur que réguler ses émotions. Je ne pense pas que ce soit le meilleur réflexe toujours. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ça dépend. Voilà. Et que de croire qu'il faille forcément exprimer, verbaliser ses émotions, en parler, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que communiquer soit forcément associé à l'idée de communiquer sur ses émotions. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que communiquer revienne forcément à utiliser les mots. Je pense qu'on peut communiquer autrement qu'avec les mots. Toujours vouloir discuter, c'est pas forcément toujours adapté. Et il y a une manière de communiquer. Et d'ailleurs, je ne partage pas non plus cette croyance populaire comme quoi les femmes seraient meilleures que les hommes pour communiquer en amour. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a de grosses lacunes chez les femmes en communication. Et comme je vous dis, communiquer n'est pas forcément verbaliser les choses, de toujours vouloir utiliser les mots. Communiquer, ça se fait d'une manière particulière et ça se fait déjà en premier lieu en se mettant à la place de l'autre, en fait. Et c'est ça le propos de cette vidéo, c'est qu'il peut y avoir des inadéquations émotionnelles entre vous et lui, mais la première des choses à faire, c'est déjà de se calmer un instant et de se mettre à la place de l'homme en face de vous. Et pour lui, c'est pareil, hein, évidemment, c'est de comprendre la personne qu'on a en face de soi. Avant même de chercher à parler, communiquer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il réagit de cette manière lorsque je suis triste. Pourquoi? Et on peut lui poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis? D'être curieuse. Je pense que c'est important d'être curieuse. Pourquoi il se met en colère? Pourquoi il refuse de discuter avec moi? Et de lui poser les questions. Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas de l'accabler, c'est pas de lui gueuler dessus en lui disant pourquoi tu fais jamais ci, tu fais jamais ça. Mais c'est vraiment d'arriver avec une curiosité. Vraiment, d'arriver devant lui calmement, de dire j'aimerais comprendre, quoi. Je veux comprendre comment tu fonctionnes. À partir du moment où vous avez cette envie de comprendre son style méta-émotionnel, sa perspective,
euh, les conflits qu'il a en lui. À partir du moment où vous essayez de comprendre, vous êtes sur la bonne voie. Pareil pour lui. Je tiendrai exactement le même discours à un homme qui vient me poser des questions sur son couple. Je dirais, essaye de comprendre. Avant de te mettre en colère. Vous voyez tous cette situation, on se met en colère, on pète un câble, on se jette des assiettes, ça. Et en fait, on n'écoute même plus la personne. On cherche même pas à écouter ce qu'elle dit, on a juste envie, on répète juste comme une disquette, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, ça. On n'écoute rien du tout. Et en fait, on a coupé l'empathie. Il y a beaucoup de conflits dans lesquels, mesdames, vous ou messieurs, on coupe notre empathie. On n'a plus envie de comprendre l'autre, on a juste envie de balancer à la gueule nos émotions et notre frustration. Et là, ça ne sert à rien en fait. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Il faut se calmer un instant et se remettre à la place de l'autre. Mais pour ça, on ne peut pas faire preuve d'empathie si on est rempli d'émotions négatives. Pour ça, il faut d'abord calmer les émotions négatives et ensuite reprendre la perspective de l'autre en se montrant curieuse. Maintenant, je vais vous parler, mesdames, et je tourne la page, je vais vous parler de 2 styles de méta-émotion à fuir. C'est-à-dire des styles où vraiment c'est incompatible. Il faut mettre fin à la relation parce que de toute évidence, cet homme ne veut pas de vous. Le premier style de méta-émotion auquel vous devez être sensible, c'est le style hostile. Le style hostile, c'est-à-dire vous sentez que cet homme, il a envie de vous faire du mal. Alors attention, parce que des fois, dans la colère, on fait du mal. Des fois, quand on a été blessé, quand on tient vraiment une personne et qu'elle nous a fait du mal, effectivement, on va se faire du mal. Hein. Quand je vous dis, dans les situations de colère, dans les crises, etc., évidemment, il y a des fois des insultes qui sortent, il y a des choses méchantes. Mais il y a un ratio. C'est pas une différence de degré, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que c'est impossible d'avoir 0 insulte. Il y en aura toujours dans des épisodes de colère importantes, etc. Surtout quand on tient l'un à l'autre. Ce qui est important à regarder, c'est le ratio. Ça, c'est des études qui ont été faites sur des conflits en couple et combien d'années les couples allaient durer. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait un ratio de 5:1 qui était prédicteur de réussite d'un couple. C'est-à-dire que s'il y avait une insulte, une critique, une chose méchante qui était dite, il y allait avoir 5 autres choses gentilles ou du moins de choses qui visaient à construire ou à réparer le conflit pour compenser. Vous voyez ce que je veux dire ? 5 volontés de reconstruire pour une insulte, une chose méchante, durant un conflit. Et ce ratio de 5:1, lorsqu'il est respecté, c'était un excellent prédicteur de réussite dans le couple. Lorsque vous avez un ratio de 1:1, par exemple, c'est-à-dire je te balance une assiette, je te fais un câlin, je te balance une assiette, là, dans 6 mois, c'est terminares, hein, c'est fini, il n'y a plus de relation. Donc, et là, je parle bien, encore une fois, j'insiste, c'est pas un ratio de 5:1 dans le couple de manière générale, c'est vraiment un ratio de 5:1 durant un conflit. Si vous avez beaucoup trop de critiques et non pas de feedback, et que ce ratio est flingué, alors oui, effectivement, c'est mal barré. La différence, je rappelle, entre une critique et un feedback, c'est que le feedback est une volonté de construire, d'améliorer les choses. Même si parfois c'est dit dans le feu de l'action, la colère, machin, évidemment, on n'est pas des robots, hein. Il y a quand même une volonté d'améliorer les choses. La critique, c'est purement pour faire du mal. Voilà, c'est coup de poignard, il n'y a rien d'autre. Ça, c'est important à prendre en compte, ce ratio de 5:1, si vous vous retrouvez dans un style, face à un homme qui a un style hostile face à vous, et particulièrement face à vos émotions. Le deuxième, qui est pour moi le pire, et là c'est foutu, c'est vraiment le détachement profond. C'est-à-dire un homme avec qui il n'y a même plus de conflit. On est à un stade au-dessus, il n'y a plus de conflit, ça n'existe plus. Il n'y a plus aucune volonté de réparer quoi que ce soit. Il est complètement détaché émotionnellement de vos émotions, de vos insultes, de vos critiques, de tout, de vos feedbacks critiques, ce que vous voulez. Il s'en fout réellement. Il vous dit, ouais, vas-y, je m'en fous, vas-y, t'as raison, je suis une grosse merde, ok, t'inquiète. Mais c'est même plus un désespoir ou une volonté d'abandonner. C'est juste qu'en fait, ce mec-là n'en a rien à foutre de vous. Il n'a pas d'émotion vis-à-vis de vous. Il n'y a pas un trop-plein émotionnel. Parce que, et c'est là, ça c'est très important ce que je vais vous dire, ça il faut vraiment le distinguer de ce style fuyant dont on a parlé juste avant, dans le cas d'un conflit émotionnel, je ne sais pas si je l'ai nommé ainsi, mais je le fais maintenant, où on avait cette situation
ce scénario type où la femme attaque, par exemple, ça peut être l'homme, hein, mais bon, là on avait pris la femme, attaque, et l'homme fuit le conflit, fuit la discussion. Fuir à ce moment-là, dans ce cas de figure, ça peut être parce que l'homme est dans un trop-plein émotionnel. Il a trop d'émotions, il a besoin d'aller se réfugier tout seul dans sa grotte, parce que soit ça va exploser, il sait que ça peut être violent, soit au contraire, lui, ça le détruit, ça lui fait du mal, et il n'arrive plus à gérer. D'ailleurs, mesdames, la plupart des études montrent que les hommes, suite à un conflit avec leur copine, ont leur rythme cardiaque qui met beaucoup plus de temps à redescendre que les femmes. Ça, c'est important de noter. J'aurais peut-être dû commencer par là. Là, ce que je vous dis là, mesdames, l'homme qui fuit, ça peut être lié à un style d'attachement évitant. C'est-à-dire un homme pour qui tout ce trop-plein d'émotions s'est vécu comme une menace. Ça le fait flipper, ça lui fait peur. À ne pas confondre donc avec l'homme totalement détaché. Pour arriver à mieux faire cette distinction, je vous mets une vidéo juste au-dessus où je vous explique en profondeur qu'est-ce que le style d'attachement évitant et comment gérer un homme avec un style d'attachement évitant.